Ah, bonjour, alors j'espère que vous avez passé un bon week-end, c'est bon, ça c'est pas éteint. Donc aujourd'hui on va continuer les équations différentielles et on va commencer par un exercice, donc un cas particulier dans le cas où le discriminant est 0, c'est-à-dire on a une racine double. Donc jusqu'à maintenant on avait vu le cas où on avait seulement le delta positif, donc le discriminant est positif. Donc je vous rappelle ce dont on parle. On parle d'équations de ce type-là, donc AY seconde plus BY prime plus CY égale 0. Et on a donc le polynôme caractéristique AR carré plus BR plus C égale 0. Donc, on a toujours des conditions initiales qui vont avec, évidemment. Et on se souvient, si on a une équation d'ordre 2, on a besoin de deux conditions initiales. Ordre 1, une condition initiale. Ordre 3, trois conditions initiales, etc. Voilà. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait le cas où delta, qui est le discriminant, donc j'écris pas tout, hein. Donc delta égale B2 moins 4AC. On a trois cas. On a delta strictement positif. Donc on a deux racines réelles, R1, R2 réelles. Et dans ce cas-là, on a directement deux familles de solutions. Donc tout va bien. Parce qu'on a un espace vectoriel qui a une base avec deux vecteurs, et on écrit la solution générale comme combinaison linéaire de ces deux vecteurs. Comme on a vu que c'était une équation linéaire, on peut donc utiliser le principe de superposition. Et en particulier, on peut utiliser des combinaisons linéaires de solutions. Si on a deux solutions, n'importe quelle combinaison linéaire de ces deux solutions sera aussi solution. Et on a appris à calculer le Wronskien, qui nous permet de voir si deux solutions sont linéairement dépendantes ou linéairement indépendantes. Donc si on vous donne deux solutions, on vous dit ça c'est deux solutions d'une équation, et on vous dit vérifiez que ce sont effectivement des solutions et qu'elles sont linéairement indépendantes. Pour vérifier que c'est une solution, vous la remplacez directement la fonction dans cette équation en haut. Et ensuite, pour vérifier qu'elle soit effectivement linéairement indépendante, donc qu'elle forme une base, il vous suffit de calculer le Wronskien. Et si le Wronskien, c'est-à-dire un déterminant, est 0, alors elles sont linéairement dépendantes. Si le Wronskien est non nul, alors elles sont linéairement indépendantes. Voilà, donc ça c'est comme pour l'algèbre linéaire en espace vectoriel, exactement la même chose. Donc on va donc avoir trois différents cas, delta positif, delta négatif. Donc là on va avoir deux racines réelles conjuguées, complexes conjuguées, pardon. Et donc on a aussi deux familles de solutions. Et on a le cas dégénéré où delta est nul. Donc on a une racine double qu'on peut appeler, comment est-ce que je l'appelle après pour être cohérent? On peut l'appeler R0, qui est réel et qui est une racine double, donc on peut écrire R0, R0. Et là, on a une seule famille de solutions. Et ça, c'est un problème parce qu'on sait que l'ensemble des solutions est de dimension 2 parce qu'on a une équation du second ordre. Donc, on trouve une seule famille. Donc, on sait qu'on va devoir inventer une autre famille et c'est ça qu'on va faire un peu après. C'est vraiment la partie la plus difficile de tout ce cours, parce que c'est contre-intuitif et c'est pas standard, donc voilà, ça va être un petit peu plus difficile, pas beaucoup. Et ce qui est bien, c'est que c'est un cas particulier d'une méthode plus générale, qui s'appelle la méthode de la variation de la constante, et qui peut fonctionner pour n'importe quelle équation différentielle de n'importe quel ordre. Voilà, donc ça c'est à peu près le résumé. Hein, donc ça s'appelle bon, ça c'est l'équation de base. Ça, c'est le polynôme caractéristique. J'ai écrit en anglais, moi. Polycaractéristique. Voilà, ça, c'est le discriminant. Et ça sont les trois cas possibles. Voilà, donc ça, c'est résumé à peu près de ce qu'on a dit la dernière fois. Donc,
maintenant, la dernière fois, on a fait des exemples dans le cas simple, disons delta positif, et on a vu qu'on avait des solutions exponentielles, parce que c'est la plus logique, la chose la plus logique. D'ailleurs, on aurait pu deviner à la base que les solutions seraient soit exponentielles, soit complexes du style sinus-cosinus, parce que quand on regarde cette équation, on voit quand même qu'il y a 3 fonctions, d'accord, y, y' seconde, et qu'on veut, en gros, grosso modo, dire qu'il y en a une proportionnelle aux autres, non? Parce que on a un coefficient A, bon, mettons qu'il soit, là il est constant, B c'est constant, C c'est constant, donc on a une constante fois une fonction, une autre constante fois une autre fonction, une autre constante fois une autre fonction, et tout ça, ça doit faire 0, pour faire simple, dans le cas homogène, et donc on veut une fonction telle que si on prend la dérivée, en gros, on a la même fonction à un coefficient près. Donc, quelle fonction est telle que si on prend sa dérivée, on trouve la même fonction, exponentielle, évidemment. Et quelle fonction est telle que si on prend 2 fois la dérivée, on trouve la même fonction, bah, sinus, cosinus, donc toutes les fonctions trigonométriques de base, d'accord, des fonctions harmoniques. Donc, ces fonctions-là, on peut voir direct, on prend sinus, poum, on a cosinus, on redérive, paf, on a sinus, avec un signe différent, mais c'est pas grave, avec des coefficients devant, peut-être, si c'est sinus oméga t, on va avoir oméga cosinus oméga t, ok, si on a exponentielle lambda t, on a lambda exponentielle lambda t, donc, on voit évidemment que ça va être des exponentielles ou des sinus ou des cosinus, c'est plus ou moins évident, seulement on ne sait pas exactement comment on va faire pour calculer ça, et c'est pour ça qu'il y a toute cette méthode générale, voilà. Donc en fait, c'est hyper simple. On aurait pu deviner le type de solution juste en regardant l'équation. Ok, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit exemple super simple pour vous rassurer un peu. Parce que c'est normal hein, au début de trouver qu'il y a beaucoup d'informations là-dedans. Donc si vous êtes un peu perdu, c'est pas étonnant. Donc j'essaye de faire lentement et surtout de vous donner plein d'exemples pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc on va faire une équation hyper simple. X point point, donc je vous rappelle, X point point, c'est la dérivée seconde par rapport au temps ou à n'importe quoi d'autre, mais en général en physique on écrit X point pour la dérivée. Les conditions initiales, X de 0 égale X indice 0, et X point de 0 égale U indice 0. Voilà. Alors, pour ceux qui prennent des notes, remarquez que je dis tout ce que j'écris plus ou moins à la même vitesse, de manière à ce que si vous faites suffisamment attention et que vous êtes suffisamment concentré, vous n'avez pas besoin de regarder le tableau. Ça, c'est mon but. Donc, si vous faites comme ça tout le temps, même si vous avez une bonne vue, vous n'avez pas besoin d'accommoder comme les personnes au-delà de 40 ans, et je sais de quoi je parle, eh bien, vous perdez quand même du temps et de la concentration. Parce qu'à chaque fois que vous faites ça, vous êtes là, alors vous recopiez, c'est pas mal, mais c'est mieux si vous arrivez à suivre ce que je dis. Donc je dis de manière précise, par exemple, U indice 0, je ne dis pas U0, parce que U0, c'est pas clair. Ça peut être U avec un O en dessous, au-dessous, au-dessus. J'essaye d'expliquer clairement les calculs de manière à ce que vous puissiez le faire sans regarder. Si vous voulez un petit défi et que vous ne le faites pas encore, essayez, vous verrez, ça marche. Je vous assure, parce que j'ai appris ça avec un prof de maths qui parlait pendant 4 heures sans arrêt, beaucoup plus vite que moi maintenant, et je regardais jamais le tableau. Et c'est hyper utile. Ça vous permet de vraiment vous concentrer sur le truc. Bon, maintenant, je vous ai déconcentré. Pardonnez-moi. Mais maintenant, on va reprendre le calcul. Alors, notre Ansatz, ça c'est marrant. C'est un mot qu'on a emprunté de l'allemand. X de t, donc fonction x de t, égale exponentielle r t. Donc, exponentielle de rt. Ça nous donne équation caractéristique on remplace donc exponentielle RT dans l'équation.
différentiel. Ça nous donne petit r au carré moins 1 égale 0. Et donc, on a une solution qu'on peut appeler r plus moins égale plus ou moins 1. Donc, la solution générale donc R plus moins, c'est R indice plus moins égale plus ou moins 1. Solution générale est donc x de t, x parenthèse t égale C1 exponentielle t, C indice 1 exponentielle t plus C indice 2 exponentielle moins t. Donc la dérivée x point de t, c'est C1 exponentielle t moins C2 exponentielle moins t. Et les conditions initiales vont nous permettre de calculer C1 et C2. Les conditions initiales nous donnent donc x de 0 égale x indice 0. Et si on remplace dans l'équation ci-dessus t par 0, on obtient C1 exponentielle 0 plus C2 exponentielle moins 0, c'est-à-dire 0. On obtient donc x0 égale C1 plus C2. Maintenant, on calcule x point de 0. On sait d'après les conditions initiales que c'est u petit u indice 0. Et on sait aussi que c'est C1 exponentielle 0 moins C2 exponentielle 0, c'est-à-dire C1 moins C2. On a donc deux équations. La première, x indice 0 égale C indice 1 plus C indice 2. La deuxième, u indice 0 égale C indice 1 moins C indice 2. Et là, il faut résoudre c'est-à-dire trouver C1 et C2. Donc là, évidemment, on peut additionner les deux équations. Donc, on peut faire 1 plus 2. Ça implique que x0 plus u0 égale 2 fois C indice 1, c'est-à-dire C indice 1 égale x0 plus u0 sur 2. Et maintenant, on peut utiliser, par exemple, la première équation. Donc on appelle cette dernière équation C indice 1 égale x0 plus u0 sur 2, l'équation 3. Si on prend 1 et 3 ensemble, ça nous donne x0 égale x indice 0 plus u indice 0 sur 2 plus C2. Ça nous donne donc C2 égale x indice 0 moins u indice 0 sur 2. On a donc trouvé les deux coefficients, C1 et C2, les deux constantes. Et on peut donc réarranger les termes un petit peu différemment, ce qui nous donne la solution. Donc la solution x indice t, de t égale C1 fois, enfin on va mettre les exponentielles t et les exponentielles moins t ensemble. Donc ça nous donne x0. Bon là il y a un petit calcul à faire, hein, mais je vous laisse le faire, c'est pas très difficile. Donc x0 sur 2, facteur 2, exponentielle t moins plus exponentielle moins t, le tout sur 2, et là on reconnaît quelque chose qu'on connaît, plus u0 facteur 2, exponentielle t moins t, le tout sur 2.
Donc cette chose-là, c'est le cosinus hyperbolique de t. Cette chose-là, c'est le sinus hyperbolique de t, parfois écrit ch de t ou sh de t, selon les gens, ce qui nous donne donc x de t égale x0 cosinus h, cosinus hyperbolique de t plus u0 sinus hyperbolique de t. Voilà, alors. Ok, très bien. Donc ça, c'est fait. Très bien. Donc ça, c'était un deuxième exemple avec racines différentes. Okay. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Donc, racines réelles distinctes. Maintenant, on va faire la même chose. Et comme vous pouvez vous en douter... Donc déjà, je vais revenir sur ce que je viens de dire, parce que c'est important. Donc, qu'est-ce qu'on a fait là exactement? On est parti d'une équation différentielle du deuxième ordre. D'accord? Du deuxième ordre, parce qu'on a dérivée seconde là-haut. Ensuite, à coefficient constant. Pourquoi? Parce que ces coefficients A, B et C sont constants. Ensuite, on a vu qu'elle était homogène, parce qu'on avait un membre de droite qui était nul. Ce qu'on a fait, on a directement écrit le polynôme caractéristique à partir de l'équation. On a vu qu'on avait trois cas, delta positif, delta nul ou delta négatif, strictement. Et ensuite, on a pris un exemple. X seconde, donc x point point, moins x égale 0, avec des conditions initiales spécifiques. Et là, remarquez qu'on a un signe qui est moins, et que c'est grâce à ce signe moins qu'on obtient deux racines réelles. Si on avait eu un signe plus, on aurait obtenu deux racines complexes. Et si on avait un signe plus, ça aurait été plus ou moins exactement les équations de la mécanique. Une masse, un ressort, un pendule, un circuit RLC sans impédance, donc un circuit RC. Oui. Alors, j'ai essayé de me concentrer pour vous entendre, mais c'était assez difficile. J'ai entendu x0 sur 2. Pourquoi x0 sur 2? Où est-ce qu'on est? Dans la solution. Eh bien, parce que c'est faux. Merci. C'est une erreur. Merci beaucoup. Alors, oui, c'est une erreur parce que le 2 est ici. Donc, voilà, on l'enlève. Tout le monde l'a vu où c'était? Ici, il y avait un sur 2 en trop. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous voyez des erreurs. Ok, donc, voilà. Donc, ça, c'est bon. Bon. Maintenant, on a trouvé des solutions cosinus et sinus hyperboliques. Et évidemment, dans le cas où on aura là-haut cette équation avec le signe plus au lieu du signe moins, ben, qu'est-ce qu'on va trouver? Des cosinus et des sinus normaux, donc des fonctions trigonométriques et pas des fonctions trigonométriques hyperboliques. Ok, donc maintenant on va parler du cas avec des racines, donc le cas delta négatif
racine complexe Ok, alors ce cas, il est bien plus intéressant parce qu'il est plus général. Donc on va encore une fois considérer qu'on a l'équation AY seconde plus BY prime plus CY égale 0, par exemple. Donc l'équation caractéristique AR carré plus BR plus C égale 0 et que l'on a des conditions initiales. Pour l'instant, on ne va pas trop se poser de questions sur ce qu'elles sont. Donc, on a donc, je répète, une équation E qui est différentielle d'ordre 2 linéaire à coefficient constant et homogène. D'accord? Tout ça c'est clair? Alors, elle est linéaire parce qu'on n'a pas de terme. Donc je répète à chaque fois parce que ça vous rentrera plus dans la tête comme ça. Elle est linéaire parce qu'on n'a pas de terme du style y carré ou y prime carré, y fois y prime ou sinus de y. Vous voyez, on n'a que des relations linéaires entre la fonction et ses dérivés. À coefficient constant, pourquoi? Parce que ces coefficients A, B, C, A, B et C sont des réels constants. Donc ce ne sont pas des fonctions de t. Finalement, elle est homogène parce que le membre de droite est égal à 0. Elle est d'ordre 2 parce que la dérivée maximale dans l'équation est 2. Et elle est différentielle parce que l'inconnu est une fonction l'inconnu est une fonction y et E relie y avec l'une ou plus de ses dérivés. Voilà, ça c'était un petit rappel, c'est toujours bien. Maintenant, on va supposer que delta, c'est-à-dire b carré moins 4 fois a fois c, est strictement négatif. Donc, il y a différentes manières d'écrire les solutions. Donc, on va les écrire comme ça. Donc, posons lambda égale moins b sur 2a et mu égale 1 sur 2a racine de moins delta. Donc ça, c'est une méthode pour écrire les solutions qui peuvent s'écrire comme ça. Donc les solutions R1 égale lambda plus I mu et R2 égale lambda moins
I mu. Ok? Donc ça, c'est une méthode pour l'écrire. Pour écrire la solution, les solutions qui est plus simple, mais équivalente à l'écrire comme d'habitude, en écrivant la solution du trinôme du second degré. On trouve exactement la même chose, c'est juste qu'on l'a reformaté un peu différemment pour que ce soit plus simple et pour séparer la partie réelle de l'exponentielle avec la partie imaginaire de l'exponentielle. Partie réelle et partie imaginaire. Parce que la partie réelle va donner lieu à un terme exponentiel, soit croissant, soit décroissant, et la partie imaginaire va donner lieu à une oscillation qui va venir du sinus et du cosinus. Ok? Alors, maintenant, on va écrire les solutions. Donc, quand on dit solution générale, ça veut dire une solution de l'équation sans s'occuper des conditions limites, ni des conditions initiales. D'accord ? C'est une solution générale. Encore une fois, l'idée, c'est de regarder la solution générale de l'équation comme combinaison linéaire de deux solutions. Et on va appeler ces deux solutions Z1. Donc les deux peuvent être vus comme des vecteurs. Donc grand Z1, grand Z indice 1 de t et grand Z indice 2 de t vont être les deux solutions dites de base, et on va écrire la solution générale Z de t ou X de t, c'est égal, comme combinaison linéaire de ces deux solutions. C'est ça l'idée. On va écrire donc dans ce plan, vous pouvez imaginer que ça détermine un plan, et ce plan de solution va être l'ensemble des solutions possibles. Il y en a donc une infinité pour l'instant. Ça, c'est aussi très important de se mettre dans la tête. Si on vous donne une équation sans condition limite ou sans condition initiale, quand il y a des solutions, il y en a un nombre infini, pas une. Et ce sont seulement les conditions initiales qui vont nous donner une seule solution. D'accord ? Ça, c'est super important. C'est totalement logique. Si vous imaginez un ressort que vous allongez et que vous laissez osciller, si vous ne dites rien à l'utilisateur, quel est l'allongement initial ou quelle est la vitesse initiale, c'est impossible de déterminer exactement le mouvement. Tout ce qu'on sait, c'est que le mouvement va être harmonique, c'est-à-dire une combinaison de cosinus et de sinus. C'est tout ce qu'on peut savoir. Et s'il est amorti, il peut même être une combinaison de cosinus, de sinus, multipliée par une exponentielle qui décroît. Et selon l'amortissement, elle décroît très vite, et on a à peine le temps de voir la première oscillation, ou alors elle décroît progressivement, et il y a une atténuation de l'amplitude de l'oscillation au cours du temps. D'accord ? Donc, encore une fois, je répète, tant qu'on n'a pas de condition initiale, on n'a pas une seule solution, on en a un nombre infini. D'accord ? Ok. C'est pour ça, si on regarde en haut, j'insiste pour que ce soit très clair, si on regarde là en haut, vous voyez que la solution générale qu'on avait, celle-là, puisque C1 et C2 sont des constantes arbitraires, celle-là et celle-là, elles sont a priori arbitraires des réels, on peut mettre n'importe quelle constante et on obtiendra à chaque fois une solution différente. Donc le seul moyen d'avoir une constante C1 et une constante C2, c'est de fixer deux conditions initiales, une pour chaque constante, de manière à pouvoir trouver la solution unique qui satisfait les conditions initiales et l'équation. D'accord ? Donc là, pour l'instant, on n'a donné aucune condition initiale.
Donc on n'a pas une solution, mais on a un plan de solution entier, qui est tout ce plan que je viens de dessiner ici. Tout ce plan, c'est-à-dire toutes les combinaisons linéaires de z indice 1 et z indice 2, vont être solutions potentielles de l'équation. Et ensuite, on va dire, on choisit les conditions initiales, et paf, ça nous donnera une solution. Ok. Donc ça, c'est bien que ce soit clair. La solution générale, donc là on dit non, une solution générale, c'est, parce qu'on peut l'écrire différemment tout le temps, donc on va écrire z indice 1 de t, c'est hyper simple, c'est exponentielle R1 fois t, donc exponentielle R1, c'est-à-dire exponentielle lambda plus i mu le tout fois t. On peut séparer l'exponentielle en deux, une partie réelle, exponentielle lambda t, que multiplie exponentielle i mu t. Donc ça c'est la première. De la même manière, z, grand Z indice 2 de t, c'est exponentielle R indice 2 fois t, c'est-à-dire exponentielle parenthèse lambda moins i mu, fermez la parenthèse, fois t, c'est-à-dire exponentielle lambda t que multiplie exponentielle moins i mu fois t. Bien. Bon, là, il y a une petite partie du raisonnement qui est un petit peu difficile. Donc, c'est un petit rappel sur les nombres complexes. Alors, rappel sur les nombres complexes. Si on a un nombre complexe z avec z égale x plus i, y, alors on peut calculer sa partie réelle en faisant la moyenne entre z et son conjugué, donc z plus z bar sur 2, et la partie imaginaire de z est donnée par z moins z bar sur 2i. Donc le but du jeu là, c'est d'essayer de trouver deux combinaisons linéaires de z1 et z2 qui sont réelles, de manière à pouvoir trouver la solution de l'équation. Pourquoi? Parce que l'équation qui nous est donnée à la base ne contient pas de nombres complexes. On ne s'attend pas à avoir une solution complexe, mais une solution réelle. D'accord? Donc là, ce qui est un petit peu difficile à comprendre dans le raisonnement, c'est qu'on a obtenu deux fonctions z1 et z2. z1 et z2 sont complexes. Elles sont complexes parce que, pas parce qu'elles sont compliquées, mais parce que, vu que complexe et compliqué ne sont pas synonymes, mais parce qu'on a un i là-haut. Vous voyez? Donc, puisqu'on a un i, cette chose-là, ça va être une fonction avec un i dedans, ça c'est sûr. D'accord? Donc ça c'est un problème, parce que évidemment, si on remplace dans l'équation, il va disparaître le i. Puisqu'on va dériver deux fois, on va avoir i fois i, et ça va nous donner i carré, c'est-à-dire moins 1, et les autres termes vont se compenser, donc ça va marcher. C'est pas ça la question, c'est juste que nous, ce qu'il nous faut, c'est des solutions réelles pour pouvoir écrire la solution sous forme réelle. Une fonction de R dans R, pas de C dans R, ni de R dans C. Donc, on va essayer de trouver, et on sait que toute combinaison linéaire de Z1 et Z2 est aussi solution. D'accord? Donc, E est linéaire. Donc,
Donc son complexe est solution de E. E est linéaire, donc toute combinaison linéaire de solutions au pluriel est aussi solution, évidemment. Ça, on l'a montré la dernière fois. Est aussi solution. Et il se trouve que cette chose-là, c'est une combinaison linéaire. Ok, E est linéaire, donc toute combinaison linéaire de solution est aussi solution. D'accord, donc maintenant tout va bien. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va donc calculer x1 en disant x1 va être la partie réelle de z1 et x2 va être la partie imaginaire de z1. Donc on va dire posons x1 de t égale z1 de t plus z1 bar de t divisé par 2, c'est-à-dire aussi la partie réelle de z1, et posons x2 de t, x indice 2 de t, égale z1 de t moins z1 bar de t sur 2i, c'est-à-dire aussi la partie imaginaire de grand Z1 de t. Donc ce que ça nous donne ça, c'est que x1 de t est égal à, donc grand Z1 c'était exponentielle lambda t exponentielle i mu t, donc sa partie réelle c'est exponentielle lambda t cosinus mu t. Donc si ça c'est pas totalement clair, il faut revoir la formule de l'air, mais normalement ça devrait être clair. Et x2 de t, comme par magie, ça va être exponentielle lambda t sinus mu t, évidemment. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on dit, ça c'est une solution réelle. Ça, c'est aussi une solution réelle. Donc, on a deux solutions réelles. Ça, c'est bien, parce que c'est une équation du second ordre, du second degré. Donc, on s'attendait à avoir deux solutions. Et maintenant, on utilise le principe de superposition. Qui dit que si on a deux solutions linéairement dépendantes, x1 et x2 linéairement indépendantes, alors, toute combinaison linéaire
de x1 et x2 est aussi solution. Donc ça fonctionne parce que E est linéaire. Si E n'est pas linéaire, ça ne fonctionne pas. Et ça ne fonctionne que quand E est linéaire. D'accord, donc on prend la combinaison linéaire une combinaison linéaire de ces choses-là. Qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, on peut dire par exemple, alors on va l'appeler petit x de t. Ça, c'est... Donc on obtient la solution générale de E. Donc on va dire, on prend un coefficient A multiplié par grand X1 de t plus un coefficient B multiplié par grand X indice 2 de t, c'est-à-dire grand A exponentielle lambda t cosinus mu t plus B exponentielle lambda t sinus mu t. On peut mettre lambda t en facteur, donc exponentielle lambda t facteur de A cosinus mu t plus B sinus mu t. Et ça, c'est petit x de t. Et cette chose-là, c'est la solution générale de grand E. Et comme on voit, on en a un nombre infini là-dedans, parce que A et B sont des réels. AB appartient à R, à déterminer en utilisant les conditions initiales. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, on remarque que le lambda qu'on avait ici, ça provient de la partie réelle des racines R1 et R2, avec R2 égale R1 bar. Et évidemment, on se rend compte aussi que le mu qui est là, ça provient de la partie imaginaire donc ce n'est pas égal, mais ça provient de R1, R2 égale R1 bar. Ok, donc c'est tout à fait logique. La partie réelle va nous donner une exponentielle réelle. La partie complexe, une exponentielle complexe. Qu'est-ce qu'une exponentielle complexe? Une fonction trigonométrique. Donc il n'y a rien de surprenant. C'est tout à fait logique. Alors le mieux, c'est de ne pas refaire tout ce calcul à chaque fois parce que c'est très pénible, sauf si on vous le demande explicitement, ce qui n'arrivera pas. Donc, vous pouvez mémoriser ce résultat. Alors, en général, j'aime pas trop la mémorisation, mais là, c'est pas super dur quand même. Parce qu'on a une exponentielle réelle, lambda t, multipliée par un cosinus, plus une exponentielle réelle, la même, multipliée par un sinus.
Donc c'est pas super dur. Et si ça vous plaît pas de l'apprendre comme ça, vous pouvez aussi l'apprendre différemment en disant exponentielle lambda t, donc a fois exponentielle lambda t, cosinus oméga t plus phi. Ça marche aussi, parce qu'on sait qu'on peut transformer toute combinaison linéaire de cosinus et sinus qui ont le même argument en un cosinus avec un changement de phase, ou un sinus avec un changement de phase. Okay ? Donc ça, tout ce que ça veut dire, c'est que si on ajoute un cosinus plus un sinus, c'est comme si on avait un cosinus mais avec une phase différente, ou un sinus avec une phase différente. D'accord ? Bon, tout ça, c'est... Vous pouvez toujours vous mettre ça dans la tête aussi. Donc, autre... On peut l'écrire petit x de t égale... Il faut que je change de constante, sinon vous pourriez croire que c'est la même. Donc c exponentielle lambda t que multiplie cosinus oméga t plus phi. Donc là-dedans, ce cosinus oméga t plus phi, c'est équivalent à A cosinus muté plus B sinus muté. Ok ? Donc, moi je vous conseille de ne pas faire ça, parce que c'est toujours une source de confusion. Je vous conseille de prendre cette forme ici, parce qu'elle est hyper simple à se souvenir, et vous trouvez direct les coefficients lambda et mu. Il n'y a vraiment aucune difficulté, je vous conseille vraiment de faire ça, c'est très très facile. Donc voilà. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous ne voulez pas apprendre ce truc par cœur, c'est dire, je vais chercher la solution, comme j'ai fait aujourd'hui, sous la forme exponentielle lambda t fois exponentielle mu t, avec mu non complexe, et puis remplacer et faire tout le blabla, mais je ne vous conseille pas non plus parce que vous allez perdre beaucoup de temps. Donc, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez besoin d'utiliser ça pour le test, je vous dirai explicitement, peut-être même que je vous donnerai la solution pour que vous n'ayez pas à l'apprendre par cœur ou à l'écrire sur votre page A4 qui sera remplie, j'imagine. Donc, ça vous fera gagner de la place. Donc voilà, je vous expliquerai très clairement, voilà l'équation à utiliser, prouvez que, j'essaierai de vous rendre la tâche la plus facile possible pour qu'il n'y ait pas de problème d'apprentissage par cœur, ça ne sert à rien de se stresser avec ça. Ok ? Le but, c'est que vous compreniez la logique derrière, que vous ayez compris qu'une équation différentielle a un ensemble infini de solutions, s'il y en a, qu'on a des conditions initiales, que ça spécifie la solution qui nous intéresse. Si vous avez déjà compris ça, c'est déjà énorme. Donc, si après vous savez faire les calculs, c'est mieux. Mais au moins, ça vous donne une compréhension de pourquoi vous faites ça, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. D'accord ? Donc maintenant, vous avez certainement deviné quel exemple on va faire, parce qu'il est assez évident. Donc, on va faire un deuxième exemple. Alors, devinez lequel c'est. Ben oui. Vous avez raison, x point point plus x égale 0, avec comme condition initiale x de 0 égale x indice 0 et x point de 0 égale u indice 0. Donc ça, c'est notre équation. Ça, ce sont nos conditions initiales. Et donc, il nous faut l'équation caractéristique. C'est r carré plus r, n'importe quoi, r carré plus 1 égale 0. Donc, ça nous donne R1 égale
I et R2 égale R1 bar égale moins I. Donc solution générale. Alors l'équation générale c'est x de t égale quoi? Qu'est-ce qu'on a dit il y a 2 secondes? On a dit que c'était A. Alors exponentielle lambda t fois A cosinus muté plus B sinus muté, c'est ça? Ouais. Donc c'est parti, on va l'écrire. J'ai essayé de me souvenir de la formule parce que c'est quand même bien. Donc exponentielle lambda t, je vais écrire la formule générale pour l'instant. Facteur de A cosinus muté plus B sinus muté. OK. Et donc dans ce cas-là, on a lambda égale 0, puisqu'il n'y a pas de partie réelle. Et mu, si je ne me trompe, égale 1. Ça nous donne donc x de t égale exponentielle 0 fois t fois a cosinus t plus b sinus t, fermez la parenthèse. Donc exponentielle 0 évidemment c'est 1, donc x de t égale a cosinus t plus b sinus t. Voilà, ça, qu'est-ce que c'est? C'est la solution générale de E sans utiliser les conditions initiales. Donc là, il y a une infinité de solutions, puisque A et B sont des réels pour l'instant quelconques. Donc, maintenant qu'on a ça, on va utiliser les conditions initiales. Donc, les conditions initiales nous donnent x. Alors, pour utiliser les conditions initiales, je vous conseille de d'abord calculer les dérivées à la main, parce qu'on va les utiliser. Autant avoir calculé directement la forme générale, c'est plus facile. Donc, x point de t égale dérivée de a cosinus t, c'est moins a sinus t. Dérivée de b sinus t, c'est b cosinus t. Donc, x point de t égale moins a sinus t plus b cosinus t. Donc ça, on peut l'encadrer parce que c'est utile. Ensuite, on sait que x de 0 égale x indice 0, ça c'est les conditions initiales. Et si on remplace dans l'équation ci-dessus, ça nous donne a cosinus 0 plus b sinus 0. Bon, ça vient simplement de remplacer là-dedans. Ok, donc a cosinus plus b sinus 0, donc ça nous donne a. Donc l'équation nous donne directement x indice 0 égale a. Ça c'est pratique, on obtient directement la première constante. Maintenant, si on utilise x point de 0 par définition des conditions initiales, c'est u indice 0, petit u indice 0, et c'est aussi, en utilisant l'équation ci-dessus, moins a sinus
0, je ne sais plus écrire, moins A sinus 0, plus B cosinus 0, donc c'est B, et donc ça nous donne grand B est égal à petit u0. Donc là, on a directement la deuxième partie. Voilà, ça vient de ça, et ça vient de ça. Ok, donc tout va bien, tout est clair. Ça nous donne donc finalement x de t égale petit x0 cosinus t plus petit u0 sinus t. Voilà, et donc ça c'est la solution, il n'y en a qu'une, de E plus condition initiale. Et si vous vous souvenez, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait calculé avant. Rappelez-vous du x de t égale x0 cosinus hyperbolique t plus u0 sinus hyperbolique t qui est solution de x point moins x égale 0. Donc quand on a x point plus x, on sait tout de suite ça va être fonction trigo. Si on a x point moins x, ça va être fonction hyperbolique ou exponentielle, ce qui est la même chose. Ok, donc ça c'est méga bien, méga simple. Donc ça sont vraiment les cas les plus simples possibles, hein. Mais c'est pas plus compliqué avec d'autres équations, c'est juste parfois il y a un petit peu plus de calcul, mais c'est pas beaucoup plus difficile, c'est exactement pareil. Donc maintenant on va pouvoir faire un autre cas qui va être plus intéressant, mais toujours avec des racines complexes. Je dis qu'il va être plus intéressant parce que on va obtenir des fonctions un peu plus intéressantes à la fin, quoi. Voilà, une fois qu'on aura fait celui-là, on fera une petite pause et on finira par le cas où delta est négatif, où delta est nul. Parce que là, ça commence à devenir intéressant. D'accord ? Donc, d'abord, on va faire un autre exemple pour être sûr d'avoir bien compris. Ok, donc l'exemple c'est x point plus x point plus x égale 0. Avec les conditions initiales, x de 0 égale 1 et x point de 0 égale 0. Voilà. Donc, première chose à faire, équation caractéristique. Donc, c'est r carré plus r plus 1 égale 0. Alors, si vous ne vous souvenez pas, bon, c'est dur de ne pas se souvenir, hein, mais
de l'équation caractéristique, vous pouvez toujours imaginer que vous prenez exponentielle lambda t et que vous remplacez, ou exponentielle rt, disons, vous remplacez dans l'équation et vous verrez, évidemment, je dérive 2 fois exponentielle rt, j'ai r carré, je dérive une fois, donc je dérive 2 fois, j'ai r carré, je dérive une fois, j'ai r, et ensuite on a le terme constant qui est là. Okay, bon. Si jamais vous vous souvenez pas, vous pouvez toujours faire ça. Je pense que c'est quand même assez facile de s'en souvenir parce que quoi? Parce que ici vous avez dérivée seconde, vous avez un 2, ici vous avez dérivée première et vous avez un 1. D'accord? Donc c'est facile de se souvenir. Le truc qui est peut-être un peu parfois déroutant, c'est que le dernier, vous avez ici un x et que là vous vous retrouvez avec une constante. Bon, mais c'est quand même, je pense que vous pouvez vous mettre ça dans la tête. C'est pas très dur, mais vous trompez pas là-dessus parce que sinon tout le reste après n'a aucun sens. Donc il faut bien prenez bien votre temps pour écrire cette équation caractéristique, même si ça vous paraît trivial et simple, parce que si vous vous trompez là, tout le reste n'a plus de sens. C'est pas grave, mais c'est quand même mieux d'avoir ça juste. Ok. Donc maintenant, on va pas passer 2 heures à résoudre cette équation. Je vais vous dire simplement la solution. On trouve que R1, donc ça, le discriminant, c'est quoi? C'est 1 moins 4 fois 1 fois 1, c'est-à-dire moins 3. Et ça, c'est strictement négatif. Donc on a 2 solutions. Et ces solutions, elles sont les suivantes. 1 demi plus... Ouais. R1, on va dire que c'est plus I, racine de 3 sur 2, et R2, R indice 2, c'est 1 demi moins I, racine de 3 sur 2. Et on voit bien que R2, c'est le complexe conjugué de R1. Donc tout va bien. Alors, maintenant, là on a appris notre solution bêtement par cœur pour une fois. Donc, tant qu'à faire, autant l'utiliser, puisqu'on a encombré notre esprit. La solution générale, donc la solution générale de E, je note bien sans condition initiale. Donc ça veut dire que je m'attends à avoir une infinité de solutions là. C'est, donc ça je l'ai appris par cœur, exponentielle lambda t fois A, donc que multiplie facteur de, ouvrez la parenthèse, A cosinus muté plus B sinus muté, fermez la parenthèse. Donc ça, c'est ce qu'on sait de la théorie. Très bien. Maintenant, on a quoi? On a lambda est égal à 1 demi et mu égale racine de 3 sur 2. Ah, je me suis trompé, c'est moins 1 demi. Évidemment, ça m'aurait étonné. Alors, vous voyez, là, j'entoure l'endroit où je me suis trompé pour que vous le voyez bien sur votre feuille. Moins 1 demi, j'ai entouré en blanc, et pas plus 1 demi. Bon, ça se calcule vite, hein, c'est moins B, donc c'est évident que c'est moins 1 demi, puisque B c'est 1. D'accord? Donc, moins 1 demi, c'est lambda, mu, c'est racine de 3 sur 2. Donc, ça nous donne x de t égale exponentielle moins 1 demi fois t, que multiplie facteur de, ouvrez la parenthèse, grand A, cosinus racine de 3 sur 2t, plus grand B, sinus racine de 3 sur 2t. OK? Maintenant, dès qu'on a la solution, qu'est-ce qu'on fait? Puisqu'on sait qu'on va devoir appliquer les conditions initiales,
que les conditions initiales demandent toujours d'avoir la dérivée, forcément, puisqu'on a deux conditions initiales. Donc on va calculer la dérivée. Calculons x point de t. Alors quand vous rédigez votre devoir, pensez bien à calculer et à écrire les choses. Donc, que je sache ce que vous faites. Parce que quand on lit 70 ou 100 copies différentes avec 100 styles différents, c'est long. Et plus on comprend vite, mieux on se porte et plus on a envie de donner des points. S'il faut lire un traité d'astronomie pour réussir à comprendre ce que vous avez écrit, c'est difficile de rester calme. Donc je vous conseille d'écrire clairement et de rédiger tout et de ne pas supposer qu'on puisse interpoler dans votre cerveau, lire dans votre tête. Si vous n'écrivez pas, on ne peut pas deviner. Si vous écrivez, c'est beaucoup plus simple de refaire le raisonnement parce que souvent il y a des erreurs. Et nous, notre but, c'est vous donner des points. Si vous expliquez ce que vous avez fait, c'est plus facile de vous donner des points que si vous n'expliquez rien et qu'il y a juste 4 pages de calcul avec aucun mot. Parce que là, on ne sait pas ce que vous vouliez faire. Donc on peut pas... Peut-être vous aviez la bonne idée, juste vous avez fait une faute. Mais comme on ne comprend rien, on ne peut pas vous donner de points. Donc c'est pas cool. Donc je vous conseille vivement d'écrire des phrases. Calculons x point de t. Appliquons les conditions initiales. Vérifions que... Voilà, des choses comme ça, juste pour donner comme des virgules dans une phrase un peu. C'est une phrase mathématique et vous mettez des virgules en écrivant des phrases en langue naturelle. Ok ? Ça, c'est un conseil. Alors, maintenant, x point de t. Donc, calculons x point de t. Parce que, mettons, là, je fais une faute. Bon. Moi, je n'ai peut-être aucune idée pourquoi vous calculez x point. Donc, calculer x point de t. Alors, comment on va faire ça ? Oula, ça va être difficile. Il y a un produit de deux fonctions. Alors, comment est-ce que vous feriez, vous ? Ça va, c'est pas trop dur, quand même. Il y a pire. Non, on ne sait jamais. Bon. Donc, on a deux fonctions. Ah, c'est bien, ça nous fait une petite révision. On a deux fonctions, on n'a qu'à les prendre comme ça. On va dériver la première, garder la deuxième, puis dériver la deuxième et garder la première. Ok. Donc, on dérive la première, moins 1 demi, exponentielle, moins 1 demi fois t, fois la deuxième. Qui me casse les pieds de recopier, mais bon. Voilà. Plus exponentielle moins 1 demi de t, c'est-à-dire la première, multiplié par la dérivée de la deuxième. Donc, c'est quoi ? Dérivée de a cosinus racine de 3 sur 2t, c'est moins a racine de 3 sur 2 sinus racine de 3 sur 2t. Dérivée de b sinus racine de 3 sur 2t, c'est plus b racine de 3 sur 2 cosinus racine de 3 sur 2t. Fermez la parenthèse. Voilà. Très bien. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? On va appliquer les conditions initiales. Donc, appliquons les conditions initiales. Alors, les conditions initiales, c'était quoi ? C'était x de 0 égale 1. Donc, x de 0 égale 1. Donc, ça, ce sont les conditions initiales. Et x de 0 égale... Donc là, on va utiliser cette chose-là, on va l'appeler étoile. On va lui donner une couleur pour que vous reconnaissiez d'où ça vient.
On peut même carrément... Voilà. Comme ça, vous n'aurez pas de surprise. Donc, voilà, x de 0, c'est quoi? Ben, c'est exponentielle moins 1 demi de 0. Bon, on va quand même mettre 0, hein, c'est plus simple. Exponentielle 0 fois, ouvrez la parenthèse, a cosinus 0 plus b sinus 0, c'est-à-dire a, et c'est tout. Donc ça nous dit que A est égal à 1. Ok, maintenant x point de 0, d'après les conditions initiales, c'est 0, mais c'est aussi x point de 0 égale, alors cette fois, c'est la deuxième équation qui est ici, on va l'appeler étoile prime, puisque c'est la dérivée de étoile. Donc ça vient de là. C'est égal à quoi? Alors, moins 1 demi exponentielle 0, toujours 0, multiplié par, là j'ai été flemmard, j'ai pas voulu le réécrire, maintenant je paye le prix. Alors, a cosinus 0, plus b sinus 0, je crois, oui. Donc ça, c'est le terme qui est là. Ensuite, il nous manque quoi? Plus 1 demi. Non, plus exponentielle moins 1 demi de t. Donc plus exponentielle 0. Que multiplie moins a racine de 3 sur 2 sinus 0, 0. Plus b racine de 3 sur 2 cosinus 0, c'est-à-dire 1. Donc là-dedans, qu'est-ce qui nous reste? Donc les seuls termes qui ne sont pas 0, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et celui-là. Donc x point de 0, c'est égal à, donc moins 1 demi de a, plus b racine de 3 sur 2. Et cette chose-là, c'est égal à 0. Pourquoi? Parce que les conditions initiales nous disent que c'est égal à 0. Bon. Donc, maintenant, on a deux équations. A égale 1 et moins 1 demi de a plus b racine de 3 sur 2 égale 0. On peut donc remplacer a égale 1 dans la deuxième, ce qui nous donne moins 1 demi de 1 plus b racine de 3 sur 2 égale 0, ce qui nous donne b égale racine de 3 sur 3. Et on a a égale 1, d'où, donc cette fois c'est la solution de E avec condition initiale
Et ça nous donne quoi? Ça nous donne x de t égale, donc il n'y a plus qu'à remplacer dans l'équation qu'on avait ci-dessus, qui s'appelait étoile, si je ne m'abuse. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend l'équation étoile qui était au-dessus, et on prend ces deux conditions, qu'on va pouvoir appeler... on n'a qu'à l'appeler... On n'a qu'à l'appeler condition initiale. Non, c'est pas bien de l'appeler condition initiale. On va l'appeler constante. Voilà. Voilà, on l'appelle constante, comme ça on se souvient. Vous voyez comme j'essaye d'être précis et clair sur qu'est-ce que j'utilise pour trouver quoi. C'est pour que vous compreniez, vous, maintenant, en temps réel, mais si vous l'expliquez, par écrit, ça aide aussi de faire ça. Comme ça, nous, on suit. Et on comprend votre raisonnement. Ça aide beaucoup. Parce que si vous écrivez juste xt égale un machin, le machin est faux, on n'a aucune idée de pourquoi il est faux. Donc on essaye de comprendre. Et si vous nous avez expliqué d'où ça vient, on peut comprendre pourquoi c'est faux. Et donc, vous donner des points en plus que sinon on ne pourrait pas vous donner parce qu'on ne comprend rien. Donc dans l'hypothèse, on suppose juste que vous avez fait n'importe quoi. Alors que si vous expliquez, on voit au moins le raisonnement est juste, le résultat est faux, c'est pas très grave. On n'envoie pas de fusée sur la Lune encore, donc ça va. Il faut vous dire que si votre calcul est aussi important que ça, vous envoyez une fusée sur la Lune, il vaut mieux pas vous tromper, mais bon, pour l'instant, c'est pas très grave. Ok, donc on met ensemble ces deux équations et on obtient la solution finale, exponentielle moins 1/2 de t que multiplie, parenthèse, cosinus, racine de 3 sur 2 fois t, plus racine de 3 sur 3, sinus, racine de 3 sur 2t. Voilà, et ça c'est la solution qui nous intéresse, la solution finale. Et donc on a fini. Et à quoi ressemble cette solution? Si on la trace, alors je la trace approximativement, ça sera sûrement faux. J'ai pas envie de passer 2 heures à étudier la fonction, parce que c'est pas le propos ici. Donc on peut regarder en 0, qu'est-ce qu'on a comme valeur. En 0, celui-là c'est 0, celui-là c'est 1. Donc on a exponentielle moins 1/2 fois 0, c'est-à-dire 1. Donc on commence à 1. Et ensuite, si t égale... alors, quand est-ce qu'on aurait un truc intéressant? Bon, il faudrait faire des pi sur 2 racines de 3, c'est pas très intéressant. J'essaye de trouver un endroit où c'est 0, ce truc-là. Quand est-ce que c'est 0, ça? Bon, c'est trop complexe pour moi, j'arrive pas à le faire de tête. Donc, on va essayer de tracer exponentielle moins 1/2 de t, parce qu'on sait que ça va être... D'accord. Tu veux vraiment pas m'aider, toi? Voilà, ça c'est pas mal. Voilà, on fait comme on peut. Donc ça va être à peu près exponentielle moins 1/2 de t. Hein. C'est vrai ou pas, ça? Bon, à peu près. Et ensuite... on va multiplier ça par un cosinus plus un sinus, donc c'est une fonction non, écoutez, vous savez quoi, je vais la tracer parce que
Allez, connecte-toi. Ok, donc plot exponentielle moins 1/2 de t. Toi, tais-toi. Multiplié par cosinus alors racine de 3 sur 2 plus racine de 3 sur 2 non, racine de 3 sur 3 fois sinus racine de 3 sur 2 fois t. Bon. Alors si j'ai fait une faute. Racine de 3 sur 3, sinus t, racine de 3 sur 2. Ouais, ben c'était pas facile hein, à deviner. Mais oui, on aurait pu faire la limite en l'infini, ça aurait été intéressant. Je vérifie juste que ce soit ça. Ouais, c'est juste, ok. Bon, donc la courbe fait un truc dans le genre. Donc là, on voit rien. Ouais, à 1, ok. Ensuite à 2 et quelques. Donc ici, on est à 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Et à peu près 4, 5, 6. Bon, c'est un petit... Ouais, ça va être très approximatif, je suis désolé. Alors à 1, elle fait ça. Elle court à 2, elle... Voilà. Ensuite, légèrement avant 4. C'est faux. Légèrement avant 4, elle devient... Elle a un minimum. Et là, elle... Voilà. Bon, c'est vraiment moche. Mais c'est à peu près ça. Voilà, ça fait un truc du genre. Bon. Donc... Ce que vous voyez, c'est que ben, ça ressemble quand même à une sinusoïde. Et si on fait la courbe quand t est négatif, ce qui n'a aucun sens pour nous, ça ressemble à ça. Voilà, donc ça ressemble à une sinusoïde, mais qui diminue d'amplitude avec le temps. Donc typiquement, le genre de solution que vous aurez, et on va voir tous les cas particuliers, ça va être soit des solutions comme ça, comme celle qu'on a vue là, donc soit ça oscille et ça tend vers 0 d'un coup, mais lentement, soit ça tend vers 0 direct, donc ça c'est le régime amorti, très amorti, donc si on a un terme visqueux très grand, donc le terme devant x point qui est très grand, on va obtenir ça. Ça, c'est amortissement critique et ça dépend du X point. D'accord ? C'est le terme visqueux. Donc, si par exemple vous avez un ressort avec ce qu'on appelle un dashpot ou quelque chose qui crée un frottement dépendant de la vitesse, ils sont tous les deux attachés. Si le dashpot est très visqueux,
vous pouvez tirer sur le ressort et le laisser aller, il va faire s'arrêter direct. Il n'aura pas le temps de faire une oscillation. Parce que si le dashpot est mou, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il n'est pas très visqueux, à ce moment-là, vous aurez plutôt ce genre de courbe, c'est-à-dire que vous aurez des oscillations, mais l'amplitude de l'oscillation va diminuer au cours du temps à cause du frottement. Okay? Et si vous n'aviez aucun frottement, il n'y aurait pas de terme x point. Et s'il n'y avait pas de terme x point, à quoi est-ce que ressemblerait le graphe? S'il n'y avait pas de terme x point, la vie serait belle parce qu'il n'y aurait pas de perte d'énergie. Donc clairement, on ne serait pas dans cette situation. Eh bien, s'il n'y avait pas d'amortissement, on obtiendrait pour toujours une sinusoïde qui ne changerait pas d'amplitude. Donc là, ça voudrait dire qu'on n'a pas de terme. Ça, c'est du style x point point plus x égale 0. Et celle-là, c'est amortissement. Ne vous inquiétez pas, on va revenir là-dessus. Non critique. Voilà, je vais vous laisser faire une petite pause pour que vous repreniez votre souffle. Et puis, on se revoit dans 10 minutes et on va faire le cas plus difficile. Ok, on va reprendre, s'il vous plaît. Alors, racine. Ok, donc on va reprendre, on a juste une petite demi-heure pour finir, donc on va essayer de se concentrer, merci. J'espère que la pause vous a été bénéfique. Donc maintenant, on va reprendre exactement la même chose que précédemment, simplement on va avoir le cas des racines doubles qui est le cas le plus difficile. Malheureusement, je vais garder pour la fin aujourd'hui, c'est pas volontaire. Donc c'est reparti, on parle toujours de la même équation, a y seconde plus by prime plus cy égale 0, qui est une équation différentielle du second ordre linéaire à coefficient constant homogène. Ensuite, à partir de là, on a des conditions initiales, mais là on ne va pas en parler, on va parler uniquement de la solution générale pour commencer. Donc, cette équation nous donne une équation caractéristique, un polynôme caractéristique qui est AR carré plus BR plus C égale 0. Donc ça, c'est le polynôme
ou équation caractéristique. Polynôme ou équation, c'est pareil, hein. Donc, on va faire l'hypothèse cette fois que delta, qui est égal à B2 moins 4AC, donc ça, c'est la définition, c'est le discriminant, est égal à 0. On a donc une racine double qu'on appelle R égale moins B sur 2A. Ça nous donne donc une équation et une seule, une solution et une seule. Une seule nous donne une seule solution et on va l'appeler x1 de t égale exponentielle moins b sur 2a fois t. Alors, ça vous donne déjà un petit indice parce que j'ai appelé la solution x indice 1. Donc ça sous-entend qu'il va y avoir un 2. Donc on n'a peut-être pas perdu la partie si facilement. Donc, clairement, on va avoir à un moment ou à un autre, on nous donnera des conditions initiales. Donc, c'est clair, cette solution, elle satisfait, il n'y a pas de problème. Donc, si on la remplace dans l'équation initiale qui est ici, ben, on va trouver 0, donc ça va marcher. On peut le voir assez facilement, il suffit de le faire. Puisque moins b sur 2a est solution de ar carré plus br plus c égale 0, si on remplaçait là-dedans, il n'y aurait pas de problème. Le problème, c'est qu'il nous faudra deux conditions initiales. Or, là, on a une seule fonction. Donc, comment est-ce qu'on peut faire avec une seule fonction pour remplir deux conditions initiales sur la fonction elle-même et sa dérivée? Apparemment, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Donc, il y aura il y a un problème. Il nous faut une deuxième solution. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Vous imaginez qu'on a un plan de solution. On sait qu'on a une équation de degré 2, d'ordre 2. Donc, il nous faut nos fameuses deux directions. Et pour l'instant, eh bien, on n'a qu'une seule direction. On a celle-là qu'on vient de trouver. Donc ça peut en être une. On va l'appeler x1. Mais il nous en faudrait une deuxième pour pouvoir générer un plan. Et cette deuxième direction, ce serait bien que ce ne soit pas une direction collinéaire avec la première. Par exemple, on ne pourrait pas avoir ça. Donc, on ne pourrait pas avoir x2 qui va dans la même direction que x1. Donc, je vais la faire d'une autre couleur pour que vous compreniez bien que ce n'est pas possible quand vous relisez vos notes. Donc, ça, on ne pourrait pas avoir parce que x2 est collinéaire donc sur la même droite à x1. Donc il nous faut une deuxième solution x2 tel que le Wronskien de x1 et x2 soit différent de 0. Parce que si le Wronskien est égal à 0, eh bien on aura deux solutions qui seront collinéaires. D'accord? Donc clairement, on ne peut pas prendre une solution du style exponentielle lambda t. Parce que évidemment, le Wronskien va être 0, puisque c'est en fait la même solution. Donc, évidemment,
Alors, je trouvais toujours ça frustrant quand c'était écrit dans un livre de maths, il est trivial que, ou on conclura facilement que, il est évident que, etc., et que moi il me fallait 3 heures pour comprendre. Mais là, c'est vraiment évident que si on prend exponentielle lambda t, ça va être une solution qui va être collinéaire avec exponentielle moins b sur 2at, puisque c'est en fait la même solution. Donc évidemment, une solution de type exponentielle lambda t avec lambda réel ne convient pas puisque w de exponentielle lambda t et exponentielle moins b sur 2at égale 0. Donc ça, c'est facile à vérifier. D'ailleurs, on peut vite le faire. Exponentielle lambda t, lambda exponentielle lambda t, moins b sur 2a, exponentielle moins b sur 2a t. Je les ai mis à l'envers. Voilà, hop. Et si on calcule le Wronskien, on devrait normalement trouver 0, donc ça ne va pas aller. Il ne faut pas trouver, il nous faut chercher une solution sous une autre forme. Donc, cherchons. Sous la forme. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Donc, on se dit exponentielle, c'est pas si mal. Et c'est juste qu'il nous faut un coefficient devant, parce que sans ça, les fonctions que j'ai sont collinaires. Ok. Donc pour faire ça, on va chercher une solution sous la forme la même que x1, sauf qu'on va multiplier ça par une autre fonction. Donc on va chercher la solution sous la forme x de t égale une autre fonction qu'on ne connaît pas, y de t, donc multipliée par x1 de t, c'est-à-dire celle qu'on avait calculée avant. Donc on se souvient, le x1 de t, c'est exponentielle moins b sur 2at. Alors, y, c'est une fonction inconnue, mais qui devrait aider à satisfaire l'équation différentielle quand on substituera donc cette équation ici, cette nouvelle solution, dans l'équation de base. Donc notre but, c'est de trouver une fonction y telle que, si je multiplie x1 par y, je remplace dans l'équation, ça doit me donner 0, c'est-à-dire que le produit doit satisfaire l'équation. Donc, maintenant, le but, ça va être de faire ce remplacement et d'essayer de trouver quelle fonction peut marcher. Donc la méthode générale là-dessus, ça s'appelle la méthode de réduction de l'ordre, et ça permet de trouver une deuxième solution à une équation qui est linéaire homogène aussi, et dont on connaît déjà la solution. Donc ce qui est bien, c'est que si l'équation originelle plutôt est d'ordre n, alors l'équation qu'on trouve sur y, ça devient une équation d'ordre n-1. Donc ce qui simplifie le problème, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une réduction de l'ordre. Mais ici, c'est pas comme ça qu'on va faire.
on va essayer de trouver la solution en utilisant un problème à la limite. Donc, on va commencer par une solution qui est obtenue avec le cas des solutions complexes, donc avec les racines complexes de l'équation caractéristique. Et ensuite, on va arriver à la solution en faisant dégénérer cette solution en disant que la partie imaginaire va tendre vers 0. C'est-à-dire qu'on aura le mu dont on vient de parler qui va tendre vers 0. Et ça va nous permettre de trouver une solution, disons, générale, donc de trouver le y de t qui nous intéresse. Donc, la manière dont je le fais aujourd'hui, il y a plusieurs solutions pour s'approcher de cette solution, c'est de dire, je vais commencer par la solution complexe. D'ailleurs, ça me rappelle une des questions qui a été posée tout à l'heure pendant l'entracte, là, où une de vous m'a demandé, est-ce qu'on peut écrire le cas réel comme le cas complexe? Et là, ce qu'on voit, c'est que non seulement on peut même l'utiliser directement pour pouvoir écrire la solution réelle sous une forme qui ressemble à la solution complexe. En fait, c'est exactement la même solution, sauf que lambda et mu n'ont pas le même rôle. Dans le cas réel, on a lambda et mu qui sont réels, il n'y a pas de i, alors que dans le cas complexe, on obtient évidemment une partie complexe. Okay? Mais on peut réduire le cas réel à un cas particulier du cas complexe. Ok, ça fait beaucoup de blabla. Maintenant, on va écrire quelque chose pour que ce soit plus clair. Donc on revient revenons à la solution pour delta négatif. Donc, pour revenir à la solution négative, si je me souviens bien, on avait x de t égale, alors, exponentielle lambda t, que multiplie, ouvrez la parenthèse, a cosinus mu t plus b sinus mu t. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va introduire des conditions initiales. Alors, on va les introduire de manière complètement générale en disant que x de 0, c'est x indice 0 et x point de 0, c'est petit u indice 0. Bien, ensuite, on va dire qu'on va résoudre, donc on va trouver A et B. Telles que ces conditions initiales soient remplies ou satisfaites. Ok, alors si on fait le calcul, ça c'est assez facile de montrer qu'à ce moment-là, on obtient x. Alors la manière, bon, je vais l'écrire après parce que sinon ça va vous paraître bizarre. Donc x de t de mu égale exponentielle lambda t multiplié par, j'ouvre la parenthèse, x0 cosinus mu t plus u0 moins lambda x0, le tout sur mu sinus mu t. Alors, ici, faire attention qu'on a un mu, et donc ce mu va rentrer dans la dépendance de t. Donc c'est juste pour expliquer clairement que
x dépend de t, c'est une fonction de t, mais ça va aussi être, on peut dire, paramétré par mu. C'est-à-dire que mu, c'est une variable qui, pour l'instant, on ne connaît pas. Mais on va finir par la connaître à un moment ou à un autre. Ok, donc ensuite, la question, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qui se passe quand mu tend vers 0? C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe dans la solution complexe si on fait tendre la partie imaginaire vers 0? On devrait trouver la solution réelle. Paraît logique. Donc, et regardons à quoi ça sert. Donc, faisons tendre. Et ne vous inquiétez pas, à la fin, vous trouverez une équation que vous pourrez utiliser dans le cas réel. Il n'y aura pas besoin de redériver tout ce truc. Donc, faisons tendre mu vers 0, c'est-à-dire, prenons le, entre guillemets, cas réel comme limite du, entre guillemets, cas complexe lorsque la partie imaginaire tend vers 0. Donc, alors comment on fait tendre vers 0 dans ce machin? Ben, on fait limite quand mu tend vers 0 de ce truc, donc de x, de t et de mu. Donc ça, c'est égal à la limite quand mu tend vers 0 de exponentielle lambda t facteur 2. Alors, le x0 cosinus muté, c'est facile. Ça nous donne un x0, puisque cosinus muté tend vers 1 quand mu tend vers 0. Ok, plus u0 moins lambda, alors il ne faut pas que je fasse ça, sinon on ne va rien comprendre, u0 moins lambda x0 sinus muté sur mu. Alors, par conséquent, on a le premier terme là, c'est bon. U0 moins lambda x0, ça ne dépend pas de mu, donc ce n'est pas un problème. Donc cette chose-là, ça nous donne exponentielle lambda t fois x0 plus, alors là, on a u0 moins lambda x0 fois la limite quand mu tend vers 0 de sinus muté sur mu. Alors ça, soit, je ne sais pas si vous le savez, mais ça c'est équivalent à t. Donc quand mu tend vers 0, sinus, si on peut dire, si x tend vers 0, sinus ax sur x tend vers a. Ok. Bon. Ok. Donc ça nous donne t. Et donc finalement, on obtient comme limite exponentielle lambda t fois x0 plus t que multiplie entre parenthèses u indice 0 moins lambda x indice 0. Et on peut... J'ai oublié un exponentiel ici, c'est sûr. Voilà, je l'ai oublié là. J'ai oublié un exponentiel ici, il faut le rajouter. Multiplié par exponentielle lambda t, parce que je savais bien que je pouvais factoriser par exponentielle lambda t. Exponentielle lambda t, facteur de x0 plus t
U0 moins lambda x0. Bon, alors, tout ce truc, x de t et de mu, ça nous donne une première expression, et à partir de là, on peut en fait directement voir, bah, ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette solution, en fait? C'est un peu ça la question. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette solution qu'il n'y avait pas avant? Alors, c'est assez marrant parce que quand on regarde bien, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Ben, il y a un t qui est apparu là. Et ce t, il se trouve qu'il est multiplié par x0. Souvenez-vous, x0, c'est c'est la solution. La solution, c'est où? Voilà, c'est la condition initiale. Hein. Donc on voit ça, on voit lui, et donc on se dit, ok, qu'est-ce que ça pourrait être comme type de solution? Bah, on aurait pu d'ailleurs le trouver à la main. Donc en fait, la deuxième solution, ce qu'on voit, c'est une constante, c'est-à-dire U0 moins, ça c'est constant, U0 moins lambda x0, qui est multiplié par t fois la solution qu'on avait avant, c'est-à-dire exponentielle lambda t. Donc ce qu'on peut se dire, c'est que ce qu'on a, c'est le t multiplié par la solution qu'on avait avant, exponentielle lambda t. Donc pourquoi pas chercher la solution x de t comme une première constante, plus une deuxième constante, mais cette fois fois t, donc comme on a ici. Et cette première constante qui est là, ça correspond à ça, fois exponentielle, alors RT par exemple. Voilà, donc ça vous pouvez apprendre ça directement, pas besoin pour l'instant de retenir cette technique parce qu'il y a plusieurs techniques et c'est pas la plus générale. Donc ne retenez pas la technique, pas besoin de savoir redémontrer tout ça, simplement cette chose-là à la fin, c'est bien de savoir le faire, de savoir à quoi ressemble la solution. Donc, si vous voulez vous en souvenir, c'est hyper simple. Donc analysons cette chose-là et regardons à quoi ça ressemble. Ça ressemble à, et il nous reste 6 minutes pour faire ça, donc ça ressemble à C1 exponentielle RT plus C2 fois T exponentielle RT. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit, normalement, quand on a deux solutions, on cherche la solution sous la forme C1, disons C exponentielle RT. Mais là, comme on a une racine double, on aurait écrit C exponentielle RT plus C exponentielle RT, c'est-à-dire la même chose. On a vu que c'était des fonctions équivalentes qui avaient la même direction, Vronsky 0, donc ça ne va pas, il nous faut une autre fonction. Quelle est la chose la plus simple qu'on puisse faire? C'est multiplier la fonction qu'on avait avant par t, tout simplement. Si en fait, sans réfléchir et sans faire tout ce blabla d'avant, la première chose qui aurait pu nous passer par la tête, c'est d'essayer de multiplier l'exponentielle par quelque chose qui ne va pas trop complexifier l'équation. Et le premier truc qui peut nous passer par la tête, c'est multiplier juste par une constante, ça ne marche pas. Donc on prend le truc un peu plus complexe, un peu plus compliqué, un peu plus général qu'une constante, c'est une fonction linéaire. Donc on prend t. Voilà. Et la méthode la plus générale pour résoudre ce type d'équation, pas celui-là, mais de manière générale, c'est la méthode de la variation de la constante. Donc on dit, on résout l'équation, on remplace, comme j'ai fait avant, par y de t, on remplace ça dans l'équation et on trouve une nouvelle équation sur y et on résout. Mais ça, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous en soucier. On ne va pas en parler cette année. Voilà, bon là il nous reste 4 minutes pour résoudre un problème, je crois qu'on va oublier, sinon ça va aller beaucoup trop vite et vous allez être complètement perdu. Donc on va s'arrêter là.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre attention et on se voit la semaine prochaine. Merci.